Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Pendant toute la semaine précédant le départ de la Transat Café L'Or, Pause Report pose ses valises au Havre et passe en format quotidien, avec 5 épisodes de mardi à samedi consacrés à la Transat en double qui s'élance dimanche 26 octobre à partir de 14h. Ces 5 épisodes sont présentés par The Sea Cleaners, organisation non gouvernementale suisse fondée en 2019, dont la mission est de protéger les océans autour de 4 axes: le déploiement d'expéditions de collecte de déchets dans les zones côtières et en amont des océans, la recherche scientifique, la sensibilisation et l'éducation du grand public, tout en menant un plaidoyer international pour renforcer la lutte contre la pollution plastique. Dans cette optique, The Sea Cleaners est partenaire du Class 40 Ocean Connect The Sea Cleaners, qui sera barré sur cette Transat Café L'Or par le duo franco-belge Jean-Baptiste Ternon-Gaëtan Thomas. Pour toutes les informations sur les missions de l'association, rendez-vous sur theseacleaners.org. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 22 octobre, il est 9h30 pétante et je vous souhaite la bienvenue pour le 2e épisode de Pause Café, l'édition hors-série de Pause Report, consacrée à la Transat Café L'Or et présentée par The Sea Cleaners. Nous sommes de nouveau ce matin au Transat Coffee Club, à l'entrée du PC Press situé au bord du bassin Paul Vatine au Havre, et nous recevons aujourd'hui 2 invités qui représentent 2 des 4 classes de bateaux en lice sur la Transat en double. La première est la directrice de la classe 40 qui aligne cette année 42 duos au départ. Il s'agit de Vanessa Bouler. Salut Vanessa. Bonjour. Le second, que l'on ne présente plus, est le président de la classe IMOCA, représenté sur cette 17e édition par 18 bateaux. Il s'agit d'Antoine Mermot. Salut Antoine. Bonjour. Merci en tout cas tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour ce Pause Café. Une question peut-être toute bête pour commencer. On va commencer avec toi Vanessa. Que représente la Transat Café L'Or pour la classe 40 ? C'est un rendez-vous très important. Très important parce que Transat de fin d'année, les équipages se sont préparés toute l'année pour ça, voire depuis 2 ans. Très important parce que c'est le Graal de certains binômes qui n'ont pas du tout vocation à faire du solo, par exemple. Et puis très important parce que c'est quand même un rendez-vous plutôt sympa pour tout le monde. 42 bateaux au départ cette année, il y en avait 45 je crois il y a 2 ans. C'est un chiffre assez constant pour la classe 40. J'ai l'impression que cette classe est assez constante, en tout cas sur le plateau à chaque fois. Oui, on est content. On n'était pas sûr d'arriver à ce chiffre-là en début d'année parce que la crise que la France connaît était un peu pleine d'incertitudes, mais on est très content d'arriver à ça et d'être quasiment à notre record de 45 bateaux de la dernière édition. Antoine, pour la classe IMOCA, que représente cette Transat Café L'Or ? Nous, c'est pareil, c'est une course majeure de notre calendrier. Et puis, sportivement, traverser l'Atlantique au mois de novembre, c'est très engagé avec le golfe de Gascogne. Et donc, c'est un parcours magnifique. Donc non, effectivement, c'est un des grands moments de la saison. 18 bateaux cette année. Je crois qu'il y avait 40 bateaux il y a 2 ans, mais c'était une année pré-Vendée Globe. Il y en avait, je crois, 23 en 2021, si je me souviens bien. Est-ce que c'est pour toi un bon chiffre ? C'est vrai que nous, on fonctionne par cycle et le Vendée Globe, c'est un petit peu le point fort de notre calendrier. Donc, l'après-Vendée Globe, c'est un petit peu le début de la suite. Et donc, cette année, on a 18 bateaux contre 23 il y a 4 ans. Sauf que cette année, on a aussi une autre course qui s'appelle The Ocean Race Europe, qui était une course qui s'adressait un petit peu plus à des équipages qui cherchaient un petit peu plus d'international. Et donc, on a 4 bateaux qui ont fait The Ocean Race Europe et qui ne font pas la Transat Jacques Vabre. Donc, finalement, notre flotte est de 22 bateaux cette année. Donc, c'est à peu près équivalent à ce qu'il y avait il y a 4 ans. On est en année post-Vendée Globe, c'est souvent une année de transition pour la classe IMOCA, comme tu viens de le dire. Comment se porte la classe et si tu te projettes à plus long terme, notamment sur le prochain cycle qui va vraiment démarrer, qui a démarré pour certains déjà et qui va démarrer l'année prochaine pour d'autres. Est-ce qu'on est sur une bonne dynamique pour ce qui est de la classe IMOCA ? Si on fait une photo à date, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'à date, on a donc 22 bateaux qu'on fait la saison 2025, à comparer aux 23 il y a 4 ans. Et surtout, on a 10 bateaux neufs qui sont soit construits, soit annoncés, alors qu'on était plutôt à 7 il y a 4 ans. Donc là, globalement, sur l'ensemble de la préparation du Vendée Globe, on a déjà une grosse partie du haut du tableau qui est déjà en place et on est plutôt en avance par rapport à il y a 4 ans.
Par contre, sur les petits projets et les projets un petit peu plus, enfin un petit peu milieu de tableau, ça met un peu plus de temps ça avait démarré très très vite après le Vendée Globe 2020. Là, ça démarre un peu moins vite. Et puis, évidemment, on peut pas ne pas être impacté non plus parce que comment dire, l'ambiance économique est quand même un petit peu moins euphorique qu'il y a 4 ans. Mais cependant, on a un bon produit. On voit que il y a déjà beaucoup de bateaux qui s'engagent, en particulier sur le haut du tableau. Donc, ça veut dire qu'a priori, notre produit est bon. Donc, on est plutôt optimiste pour la suite. Après, c'est sûr que il y a toujours un petit peu des cycles aussi. Le 2020-2024, ça a été une période exceptionnelle pour l'ensemble de la voile, hein, dont la classe IMOCA. Il y a quand même de fortes chances qu'on soit sur une période un petit peu moins forte dans les 4 prochaines années. Mais le fait qu'on ait déjà, je dirais, le premier tiers de la flotte qui est engagé, qui est quand même celui qui va un peu tirer vers le haut tout le monde, parce que c'est là qu'il y a les gros budgets qui arrivent, c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc je m'attends à ce que ce soit effectivement sûrement un petit peu moins euphorique que les 4 dernières années, mais un très beau cycle quand même. 10 bateaux neufs en construction, je crois qu'un 11e qui sera peut-être annoncé demain, jeudi, sur le village de la Transat. Vanessa, vous, la classe 40, elle est surtout drivée par la route du Rhum, hein, qui vient tous les 4 ans. La prochaine édition aura lieu l'année prochaine. Est-ce que si tu fais une carte postale aujourd'hui de la classe par rapport à ce qu'elle était il y a 4 ans, avec la route du Rhum 2022 en perspective, on est à peu près sur les mêmes standards? Comment tu vois, on parle de contexte économique fragile, est-ce que vous êtes impacté? Comment tu vois les choses? C'est sûr qu'en classe 40, beaucoup de partenaires ont signé jusque fin 2026 ou début 2027, l'après-route du Rhum. Donc nous, on pourra faire vraiment un bilan à ce moment-là. Nous, la grosse différence, c'est que sur la dernière route du Rhum, nous avions 55 places et que là, pour l'instant, nous n'en avons que 40. Et c'est quand même vraiment problématique pour notre classe parce qu'on laisse des gens dans l'incertitude la plus totale et des gens avec des bateaux, avec des sponsors, avec des milles. Et donc, nous, c'est notre cheval de bataille du moment, c'est d'essayer d'avoir plus de place à la route du Rhum pour laisser le moins possible de navigateurs dont c'est le métier, des gens qui vivent de ça, des gens qui ont des contrats, des sponsors et pas laisser ces gens-là sur le bas-côté. Tu vas demander peut-être à ton voisin de libérer quelques places. C'est sympa. L'IMOCA a 40 places pour la route du Rhum, Antoine, l'année prochaine. Est-ce que tu penses que, raisonnablement, ça me paraît aujourd'hui compliqué d'imaginer 40 IMOCA au départ de la route du Rhum l'année prochaine? On verra l'année prochaine, hein, parce qu'il y a 4 ans, on est passé de 23 à 39. Ouais, mais est-ce que raisonnablement, si tu te projettes dans un an, tu penses qu'il y aurait combien de projets Franchement, c'est quand même assez dur à dire. Ouais. Parce que on peut peut-être parler de la Transat Café L'Or. Oui, on en parlera. La route du Rhum, on aura largement le temps d'en parler dans les mois qui viennent. Non, mais honnêtement, il est possible qu'il y en ait moins qu'il y a 4 ans, hein, puisque ça serait dans la logique. Mais très honnêtement, aujourd'hui, c'est très difficile de donner une projection précise. Mais il y a de fortes chances qu'on laisse quelques places à nos amis classe 40. Oui. Justement, Vanessa, après, on va revenir sur la Transat Café L'Or. 40 places, si jamais vous restez à 40 places, il y a forcément plus de candidats. Comment se fera Antoine connaît bien les problématiques de sélection qui ont eu lieu sur le dernier Vendée Globe. Est-ce que vous avez mis en place un processus au cas où il fallait faire des choix? Oui, tout à fait. On avait déjà, dès l'édition 2022, mis en place un système de sélection parce que déjà, avec 55 places, on avait dû laisser 3 bateaux on n'avait pas pu accepter tout le monde. Et donc là, on a lancé dès 2024 un nouveau système de sélection pour toutes les courses à quota, parce que c'est la route du Rhum qui nous impacte le plus, mais il y a d'autres événements qui ne peuvent pas accueillir autant de bateaux qu'on le souhaiterait. Antoine, 18 bateaux au départ donc sur cette Transat Café L'Or. Est-ce que finalement c'est presque plus confortable, en tout cas pour les partenaires? Ils ont la part du gâteau en termes de retombées peut-être ils sont moins nombreux, donc une part de gâteau plus importante pour chacun. Si, justement, c'est un des feedbacks du dernier cycle, hein, c'est que si on retourne une dizaine d'années en arrière, on avait quand même du mal à avoir des jolies flottes dans beaucoup de catégories. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses depuis 2015 en gros qui ont évolué, hein, dans le bon sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de bateaux. Et donc entre 2015 et je dirais dans les années 2020, le fait d'avoir des très grandes flottes, c'était un signe de réussite. Et tant mieux. Sauf que le feedback des 4 dernières années, c'est que quand on aligne 40 bateaux sur une course, en particulier les courses multiclasses, où il y a par ailleurs plein d'autres bateaux dans plein d'autres classes et qui sont aussi des très beaux projets pour une grande majorité, sur un événement qui va durer une dizaine de jours en course, hein, en mer, c'est très très difficile qu'il y ait une majorité de teams qui existent.
Donc finalement, moi, la stratégie, elle est plutôt d'essayer de présenter des flottes un petit peu moins importantes, mais qui sont avec grande qualité. Et plutôt, c'est ce qu'on a fait cette année, d'avoir certains bateaux qui ont été cherchés plutôt à aller sur Ocean Race Europe parce qu'ils ont des objectifs qui sont plutôt des objectifs européens et plutôt des objectifs éventuellement de RP par rapport à la façon dont veulent travailler leurs partenaires. Et de fait, on a un petit peu moins de bateaux sur la Transat. Et je pense que le fait d'avoir un petit peu moins de bateaux sur la Transat, ça va permettre à chacun de pouvoir plus sortir du lot, à la course aussi, de raconter une course et de moins s'éparpiller sur beaucoup de bateaux et du coup de suivre un petit peu mieux les aventures des skippers. Et c'est vrai que nous, à la fin, on a donc ce Vendée Globe, mais le Vendée Globe, c'est une course qui dure 3 mois. Donc en 3 mois, effectivement, on peut travailler sur 40 bateaux et permettre au public de plonger dans les histoires de ces skippers. Sur une course de 10 jours avec 80 bateaux, c'est quand même un petit peu compliqué d'arriver à raconter des histoires, ou en tout cas des histoires sur la continuité. Et en fait, c'est quand même ça qui va faire que notre public, il va accrocher, quoi. Donc c'est vrai qu'on a une flotte moins importante, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Alors, pour l'organisateur, c'est vrai que ça fait déjà une très très belle flotte. C'est vrai que c'est un petit peu moins joli dans le bassin, mais je pense que ça doit permettre d'être plus qualitatif aussi dans le retour sur investissement que vont attendre les partenaires. Parce que malheureusement ou heureusement, on est un sport quand même commercial et il y a une grande partie des équipes qui existent parce que ils ont des partenaires et les partenaires, il faut aussi que si le marin, le public prend beaucoup de plaisir à suivre les courses, il faut aussi que le partenaire, il y trouve aussi son compte. Et ça fait partie du jeu. Vanessa, est-ce que vous êtes aussi confronté à la classe 40, à ces problématiques de retombées? On rappelle que la classe 40 est une classe aussi de propriétaires. Il y a des gens qui naviguent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément de partenaires ou en tout cas des petits partenaires. Est-ce que vous avez des retours des marins qui parlent de part de gâteau ou c'est un peu moins le cas pour la classe 40? Non, c'est quand même vraiment moins le cas, même si c'est certain qu'on a maintenant pas mal de projets professionnels et sponsorisés aussi et que c'est un petit peu plus compliqué pour eux d'exister. Mais nous, on doit quand même reconnaître qu'on existe beaucoup plus sur une course multiclasse comme ça, qui fait venir beaucoup de médias, que sur les courses uniquement classe 40, où même si ça se développe vraiment bien, on existe quand même plus. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas de tout le monde, de tous les projets. Maintenant, en classe 40, tous les projets ne cherchent pas à faire parler d'eux non plus, parce qu'effectivement, il y a des propriétaires qui s'offrent encore leur transat, qui ne sont pas forcément sponsorisés, parce qu'il y a des histoires différentes et que je crois que nous, on essaye aussi de faire passer le mot à nos équipes qu'il ne faut pas vendre que du retombé média en classe 40 à des sponsors, mais beaucoup d'internes et qu'on peut raconter d'autres histoires et que on parle déjà beaucoup de nous sur la Transat et c'est vraiment chouette, mais si on parle un tout petit peu moins que nous, que des grosses teams professionnelles des autres classes, c'est pas très grave parce qu'on bénéficie quand même vraiment de leur aura. Dans le même temps, se dispute un tour du monde en classe 40 par étape, la Globe 40 qui s'est lancée en septembre. Je crois qu'ils en sont sur la deuxième étape en ce moment qui va se terminer bientôt à La Réunion. Comment vous gérez un peu cette confrontation de calendrier? Est-ce que Antoine parlait de complémentarité entre ceux qui vont disputer la Transat Café l'Or cette année et qui vont aller chercher autre chose sur The Ocean Race Europe? C'est un peu la même chose pour vous? Oui, c'est des offres complètement différentes. Sur le Globe 40, on a 3 SCO menés par des teams professionnels et à côté de ça c'est plutôt des propriétaires amateurs et c'est pas gênant. C'est comme en 2024 quand on avait proposé il y avait The Transat CIC en solitaire, un mois avant on avait eu la Niji 40 en équipage. On a un public vraiment très hétéroclite en classe 40 et nous on aime proposer des choses différentes, que chacun se régale et vienne naviguer avec plaisir et on pense que c'est pas très grave tant que c'est pas les mêmes formats de course. Cela fait maintenant 6 ans que les premiers SCO ont été lancés. Je crois que le premier était justement Crédit Mutuel de Yann Lipinski en août 2019, qui avait gagné d'ailleurs la Transat Café l'Or 2 mois plus tard. Depuis, il y a eu des V2, des V3 des SCO qui ont considérablement augmenté les performances, qui met un peu au rebut, entre guillemets, les pointus. Comment vous gérez aussi cette double flotte finalement entre des pointus qui peuvent forcément plus rivaliser sur des courses de format Transat Café l'Or avec des SCO de dernière génération? Mais en fait, c'est une fois de plus pas forcément tout à fait pour le même public. Là, on a quand même encore 10 pointus, ce qui représente un quart de la flotte. C'est quand même pas négligeable. Donc, ils vont avoir leur course dans la course. Comme finalement en IMOCA, peut-être on peut comparer les bateaux à foil et les bateaux à dérive. Nous, on a les pointus et les SCO. Une fois de plus, on va pas parler de celui qui va gagner en pointu, mais c'est pas grave. Lui, c'est ce qu'il vient chercher et il va s'amuser sur l'eau, peut-être encore plus que le premier SCO, parce que le bateau sera plus agréable.
Antoine, comme le disait à l'instant Vanessa, il y a un peu la même problématique en IMOCA avec des bateaux à dérive. Je crois qu'il y a 4 bateaux à dérive sur les 18 bateaux aujourd'hui. Est-ce que la bascule elle est en train de se faire définitivement selon toi, ou ces bateaux à dérive, ils ont encore un bel avenir devant eux? La bascule, elle est en train de se faire, hein. Si tu prends les chiffres année après année, tu vois que les bateaux plus récents, ils finissent par remplacer les bateaux plus anciens. Mais c'est un peu la vie aussi, hein. Les skippers plus jeunes, ils finissent par remplacer les skippers plus anciens aussi à un moment. Par contre, nous, on est un petit peu comme en classe 40. Donc, nous, on est une classe qui est par contre complètement professionnelle. Mais par contre, on est une classe aussi assez diverse parce que s'il y a des projets, on parlait des bateaux neufs, qui sont quand même des projets qui demandent beaucoup de moyens pour construire un bateau et des équipes très professionnelles ou très expérimentées. Il y a aussi des gens qui vont rentrer dans la classe et qui ont moins de budget. Et je dirais que sur un budget un petit peu supérieur aux classes 40, on commence à pouvoir accéder sur des bateaux qui sont un petit peu plus anciens, qui sont des bateaux donc à dérive et qui ont fait le Vendée Globe 2008 ou 2012. Et en réalité, c'est hyper important d'avoir aussi cet accès à notre catégorie parce que si on prend par exemple un skipper comme Thomas Ruyant, hein, il a commencé avec un bateau qui était un bateau à dérive un peu plus ancien et entre guillemets avec un petit budget. Et aujourd'hui, il va peut-être gagner sa 3e Transat Café L'Or. Donc l'accès est assez important. Et justement, c'est comme pour les courses qu'on va proposer. Les modèles qu'on va proposer aussi dans nos classes, il faut que ce soit suffisamment divers et ouvert pour que chacun puisse venir trouver ce qu'il est venu y chercher. Et finalement, le problème, c'est pas de comparer le fait qu'il y en ait qui vont venir faire une course avec des dérives ou d'autres avec des foils. C'est plutôt d'encourager les gens à venir, d'encourager les gens à naviguer et puis derrière de les encadrer pour qu'ils aillent là où ils ont envie d'aller finalement. Pour certains, ils vont commencer avec des bateaux à dérive ou en classe 40. Et qui à la fin, ils vont terminer dans le top 5 du Vendée Globe. Et c'est notre rôle de les accompagner. Notre rôle, c'est pas de mettre en avant une partie de notre flotte ou une partie de notre modèle. C'est justement de garder cette diversité et cette ouverture. Et la classe 40 et la classe IMOCA, elles se ressemblent en ça. C'est qu'on est des classes ouvertes où on essaye d'attirer des étrangers, on essaye d'attirer des petits et des gros projets, on essaie de faire des courses plus internationales et des courses nationales, on fait des courses dédiées et des courses multiclasses. Donc on essaie d'avoir un panel le plus large possible. Après, c'est vrai que ça donne une quantité et une flotte diverse. Bon, après, faut réussir à trouver cet équilibre. Mais je crois que c'est vraiment une caractéristique de nos deux classes et je pense que c'est hyper important, cette ouverture dans la course au large. Ça, parfois, on considère de temps en temps, là, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec le terme, la classe 40 de marchepied vers la classe IMOCA, en tout cas pour ceux qui ont pour objectif d'aller en IMOCA et aller sur le Vendée Globe, qui est le Graal pour beaucoup de marins. Est-ce que c'est un statut que si je dis ça, ça te plaît ou j'ai aucun souci avec ça. Ouais. C'est pas vrai pour tous nos skippers, Ouais, mais bien sûr, ouais. très clairement vrai pour une partie d'entre eux, des skippers qui viennent du Mini ou du Figaro, qui ont envie de se lancer sur des projets course au large. C'est quand on a envie de venir faire une route du Rhum, une Transat Café L'Or, The Transat, des grandes courses multiclasses, et la classe 40, c'est une bonne porte d'entrée, et aussi pour venir avec des partenaires, parce qu'on a quand même pas mal de partenaires qui ont commencé en classe 40 et qui ont suivi un IMOCA, et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, tu le disais, c'est une classe de plus en plus professionnelle. On voit vraiment des marins qui ont des vrais projets à 4 ans sur la route du Rhum. Beaucoup qui viennent du Figaro. Je parle de Corentin Douguet ou d'autres, qui sera sans doute un des favoris de cette Transat Café L'Or. Ça a évolué depuis quelques années. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue ou ça a toujours été un peu l'ADN de cette classe? Alors, si je compare à 2014, quand moi je suis arrivée à la classe 40, Ouais. oui, ça a évolué, mais plus en termes de nombre. De quantité de skippers professionnels, ça a toujours existé. Quand on est arrivé sur la route du Rhum 2014, il y avait déjà Nicolas Troussel qui venait du Figaro, on a eu du Gilda Morvan, voilà. Aujourd'hui, on en a un petit peu plus. Mais les proportions, c'était à peu près la même chose, hein. Exactement, ouais. Revenons un petit peu sur l'édition précédente de la Transat Café L'Or. Hein. Vous étiez tous au départ de cette édition 2023 qui avait avec plusieurs reports et tout ça. On ne va pas revenir dans le détail. Tout est raconté dans Le Monstre, le film que je vois Antoine qui fait la moue un petit peu. Quelles leçons vous avez tirées on ne va pas en revenir dans le détail là-dessus. Je vois que tu as l'air un peu agacé, Antoine. Quelles leçons vous avez quand même tirées de toutes ces histoires, Antoine? C'est sûr qu'on a pas mal travaillé tous ensemble avec les organisateurs, avec l'ADC, pour justement mieux anticiper, plus travailler les backups. C'est-à-dire que
Moi, c'est justement Francis Le Goff, qui est le directeur de course de la Transat Café L'Or. Qu'on a reçu hier dans cette premier épisode. J'avais lu une interview de lui où il expliquait que ce qui l'avait impressionné sur les Jeux Olympiques, puisqu'il était aussi maître d'œuvre pour la parade fluviale, ouais. C'était justement la quantité de backup et la façon dont les backups étaient construits. Et c'est vrai que nous, dans la course au large, je ne parle pas de la Transat Café L'Or en particulier, mais de façon générale, on est plus artisanal, ou en tout cas on a moins d'expérience et moins de moyens et moins de temps pour préparer les événements. Donc c'est vrai que nous, quand le plan A se passe bien, déjà on est content. Et c'est vrai que les plans B et les plans C, c'est pas forcément, et encore une fois pas que sur la Transat Café L'Or, mais de façon générale, on n'a pas forcément un travail de fond sur des plans B ou C, contrairement à des événements peut-être qui sont un petit peu un cran au-dessus. Donc du coup, on a travaillé avec les organisateurs et puis les DC pour justement avoir des backups plus solides et être capable de se donner des process aussi peut-être un petit peu plus solides pour que justement on soit peut-être un peu mieux encadré si on se retrouve dans une situation comme celle d'il y a 2 ans. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, vous avez eu des réunions entre toutes les classes pour mettre les choses bien au clair si jamais une telle situation devait se reproduire? Oui, déjà, on se voit régulièrement toute la semaine. Ouais. Mais surtout, ça fait 3 ans qu'on a tiré pas mal de leçons de la façon dont ça s'était passé et qu'on a fait évoluer des process, on a fait évoluer des informations qu'on pouvait avoir, on a réfléchi à des plans B et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément un travail qui s'est fait là dans les quelques jours, c'est un travail qui est continu depuis 2 ans et chaque expérience finalement elle permet à l'événement suivant. Donc nous pour le coup c'était le Vendée Globe. Le Vendée Globe il nous a permis aussi de faire des choses différemment par l'expérience qu'on avait eue 1 an avant et ainsi de suite. Chaque année on progresse avec l'ensemble des gens qui sont là pour organiser ces courses et pour les encadrer. Vous, Vanessa, quelle leçon vous en avez tiré à la classe 40 ? Je suis en train de réfléchir. Je suis pas sûre qu'on en ait tiré beaucoup de leçons parce que ça s'était globalement très bien passé pour nous. On était parti le jour J. On avait trouvé un port capable d'accueillir quand même 45 classes 40. À Lorient, les Ocean 50, ce qui est quand même pour nous une bonne solution de repli. C'est pour nous moins compliqué de déplacer des teams logistiquement parlant quand c'est 2 skippers, éventuellement un préparateur, que des gros teams IMOCA. Et puis, une fois de plus, nous, on a bénéficié de superbes images au départ, c'est sûr, mais sportivement parlant, la course, elle a été incroyable. Et finalement, sur la première étape et sur la deuxième étape, c'était pas le plan optimum, mais ça a été aussi un petit peu anticipé. Nous, c'était assez clair, 48 heures à l'avance, qu'on n'allait pas pouvoir faire le trajet directement. Donc, aujourd'hui, on est avec l'organisation un peu plus en contact en amont. On a déjà fait une réunion avec la direction de course et l'organisation générale hier. On a un autre point au cas où, même si ça se présente plutôt bien pour l'instant, il y a un petit peu plus de discussions en amont pour anticiper, effectivement. Est-ce que, à l'instar de ce que font les organisateurs de courses qui ont annoncé récemment la création d'une association, il y a aussi les villes de départ des grandes courses qui se réunissent. Est-ce que vous, entre classes, vous discutez souvent pendant l'année? Est-ce que vous vous réunissez ou est-ce que chacun travaille dans son coin? Je ne sais pas qui veut répondre, Antoine ou Vanessa. Après, on se croise assez souvent oui. Parce que déjà à Lorient, il y a beaucoup de bateaux et il y a beaucoup de coureurs. Donc les coureurs se croisent. Nous, on représente les coureurs, donc les coureurs se croisent en permanence. Donc ça veut dire que les histoires entre les classes se croisent aussi beaucoup. Après, nous, IMOCA, on partage les mêmes bureaux que la classe Figaro. Donc pour le coup, on est en permanence ensemble. C'est vrai que géographiquement, la classe 40, toi, tu es basé plutôt au Sable d'Olonne. Donc, on vient te voir régulièrement quand on fait des courses au Sable d'Olonne. Mais c'est vrai que physiquement, on se voit moins souvent parce qu'on n'est pas au même endroit. Mais entre les coureurs de classe 40, de classe ultime ou de multi 50, de chaîne 50, pardon, et d'IMOCA, en réalité, sur les pontons, ils sont toujours ensemble. Et on voit, par exemple, en classe 40, Amélie, qui était en IMOCA le coup d'avant et qui était en ultime pour le Jules Verne l'année d'avant. Et Franck Camas qui était et ainsi de suite, donc ça tourne beaucoup. Et puis il y a beaucoup de problématiques technologiques qui se suivent ou de sécurité qui finalement font que quand il y a un événement ou quand il y a des idées dans une classe, on va les prendre. Et puis on fait aussi finalement les mêmes courses, donc en réalité on est assez proches. Je pense pas qu'on ait besoin de créer une association pour se parler. Non, et puis si jamais il y a quand même des sujets, on s'appelle. En fait, on n'hésite pas à s'appeler. Moi, j'échange quand même régulièrement avec les Ocean 50 parce qu'on a peut-être un peu plus les mêmes problématiques. Mais je trouve qu'on échange quand même de temps en temps quand il y a besoin avec les IMOCA. Alors, moins avec les ultimes, c'est vrai. Mais IMOCA Ocean 50, en tout cas, nous, rapidement, dès qu'on a une question, un doute ou si on soulève un point dans la relecture d'un avis de course, par exemple, on n'hésite pas
à échanger. Mais on ne se ressent pas aujourd'hui le besoin de se réunir, de former mais on le fera si c'est nécessaire. Je vois qu'Antoine lève les yeux. Non, oui, Oui. Un petit mot sur les problématiques justement de sécurité. Vous avez été confronté cette année à un problème de sécurité important sur le CIC Normandie Channel Race avec un bateau, celui du président de la classe 40, qui a été coupé en deux par un cargo avec des problèmes de bip de sauvetage. Quelles leçons vous en avez tirées? Est-ce que tout ça est maintenant derrière vous? Pour tout ce qui est radeau de survie, oui, puisque finalement le conseil d'administration a fait une petite étude sur certains radeaux et a décidé de faire confiance à la marque Plastimo et dorénavant que les classes 40 soient équipées de radeaux de cette marque, comme le sont déjà la classe Mini, l'Imoca ou la classe Figaro. Pour le reste de l'affaire, c'est en cours, c'est judiciaire, donc ça pour le coup j'ai pas tous les tenants et aboutissants et c'est pas terminé encore. On a parlé de quantité du plateau de cette Transat Café L'Or, on va parler de qualité. Si je vous demande chacun de me faire un peu l'état des lieux, des forces en présence sur cette Transat Café L'Or, et on fait nos articles qui va gagner la Transat Café L'Or chez Sailors, mais si je vous le demande un petit peu de me faire de me présenter les forces en présence sur cette Transat, on va continuer avec toi. J'y Vanessa. réfléchissais ce matin parce que je m'attendais à cette question et je me suis dit mais il y en a trop, je suis à peine capable de faire un top 10. C'est sûr que sur le papier on peut penser à Corentin Douguet et Axel Train qui ont gagné les courses auxquelles ils ont participé en début de saison, mais ils n'ont pas fait les plus grosses courses, enfin les courses au large. Macaferi Futura, qui est un nouveau bateau mené par 2 Italiens, va très bien. On a les duos normands qui sont en tête de notre championnat actuellement, Guillaume Pirouel et Cédric Château, ou bien Timothée Paulet et Pierrick Letouzé. On a le dernier né de la classe 40, Solano, on l'a pas vu naviguer, donc ça sera, parce que c'est quand même 2 beaux marins à bord. Il y en a beaucoup et je vais en oublier, que ça soit bleu-blanc. Enfin, je pourrais presque à peine donner un top 10. C'est aussi une classe très internationale, la classe 40. C'est un Italien qui est tenant du titre avec Nicolas Andrieux, Ambrosio Beccaria. C'est vraiment aussi un des ADN forts de cette classe. Mais oui, parce que j'ai du mal à répondre à cette question parce que en fait je trouve qu'on était presque un petit peu plus international au sens mondial à l'époque et qu'on est peut-être un petit peu plus européen maintenant. On a encore une quinzaine de classes 40 qui naviguent aux États-Unis, mais les côtes sont très larges et du coup ils ont du mal à créer des événements uniquement classe 40 alors qu'il y a une vraie flotte là-bas. On en a un petit peu partout. C'est vrai qu'aujourd'hui, une fois de plus, la problématique du nombre de places sur la route du Rhum change beaucoup de choses parce qu'avant, ils pouvaient venir faire une course, un one-shot et on les voyait plus là venir naviguer sur plusieurs saisons en Europe. Par exemple, notre Australien, Rupert Henry, il n'est pas là parce qu'il y a un problème de visa. Il a dû rentrer en Australie, il ne pouvait pas revenir. Greg Léonard, qui est américain, pour lui, c'est compliqué. Il travaille aussi. Alors, il a pu se déplacer une semaine pour une Normandie Channel Race, venir faire des courses comme ça, mais la problématique du nombre de places sur les courses fait qu'en fait, ne nous aide pas à rester international au sens mondial. Cette internationalisation, ça a toujours été aussi un objectif de la classe IMOCA, Antoine. C'est aussi pour ça que vous êtes rapproché de The Ocean Race et que maintenant l'IMOCA est la classe des courses de The Ocean Race. Il y a 3 courses, The Ocean Race Europe, The Ocean Race Atlantique l'année prochaine et The Ocean Race tout court en janvier 2027. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que la classe est de plus en plus internationale? Est-ce que les chiffres sont là pour le prouver? Ah bah oui, complètement. C'est sûr que on a de plus en plus de skippers et d'équipiers non français qui participent aux courses. On voit de plus en plus de projets aussi très solides non français qui sont dans les top skippers. Et puis surtout, on a une notoriété internationale qui a complètement explosé par rapport à ce que c'était précédemment. Et du coup, c'est vrai que donc nous, il y a quand même encore une fois un côté commercial à notre catégorie. C'est vrai que on a besoin de budget important. Et donc, pour les teams, pour aller chercher ce niveau budgétaire-là, d'avoir des retombées solides en Europe, des compagnies qui sont capables d'être partenaires à plusieurs de millions d'euros par an, ils ont bien souvent des marchés européens, voire mondiaux. Et donc, du coup, il y a un certain nombre d'équipes qui bénéficient finalement de cette ouverture. Après, il y en a d'autres qui sont des équipes plus historiques qui arrivent très bien à fonctionner uniquement sur le marché français. Mais encore une fois, il en faut pour tout le monde. Et cette partie qui peut-être a besoin de plus d'ouverture, commence à bien fonctionner. Ouais. Et ces retombées internationales, vous les mesurez concrètement? Ouais.
Alors, j'ai juste un exemple. J'avais vu les chiffres de la cartographie d'Ocean Race Europe à mi-course à Nice. On était à 300 000 visiteurs uniques en France, 280 000 en Espagne, un petit 300 000 aussi en Italie et 1 500 000 en Allemagne. D'accord. Donc ça veut dire que sur Ocean Race Europe, on était 5 fois plus de retombées en Allemagne qu'en France. Ouais, on a l'impression qu'en Allemagne, le projet, en tout cas de Boris Herrmann, a vraiment rendu très populaire le Vendée Globe et la Classe IMOCA. D'après ce que j'ai, moi, j'étais pas à Kiel au départ de The Ocean Race Europe, mais apparemment, tu vas nous le dire, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu une explosion de médiatique autour de la voile océanique en Allemagne. Bah ouais, déjà sur les chiffres du Vendée Globe, on voit très clairement que en dehors de la France, c'est le premier marché. Et bah, à Kiel, et tous les skippers qui avaient participé au Vendée Globe, ils ne pouvaient pas se déplacer dans la rue et ils étaient harcelés comme au Sable d'Olonne pour des autographes. C'était assez incroyable. Mais du coup, c'est hyper important parce que ça veut dire que notre sport, il s'exporte, ça veut dire qu'il plaît. Et puis encore une fois, ça va permettre à certains skippers, à certains teams d'aller chercher des opportunités pour trouver des partenaires parce que ça fait partie du nerf de la guerre. Donc je pense que ça apporte beaucoup de valeur à ce qu'on fait finalement. Je reviens à ma question de tout à l'heure, les forces en présence. Si tu nous fais une petite présentation des 18 tandems qui... Oh, tu vas pas nous tous les citer, mais je vais pas rentrer on va anticiper notre article de vendredi dans Sailors, mais si tu nous donnes quelques grands favoris de cette édition. Des grands favoris, a priori, la météo, déjà, c'est une météo, c'est un départ au reaching. Donc, ça va partir très vite en manche. Donc ça veut dire que les bateaux qui sont rapides et puissants, ils vont être devant. Donc c'est vrai que ça va pas être forcément une course qui va plutôt partir par devant, parce qu'après il y aura peut-être un passage à niveau à suivre. Donc ça va plutôt être une course un peu comme le dernier Vendée Globe, qui sera favorable à ceux qui sont capables d'aller vite dès le début. Donc là forcément on pense à Charal, on pense à Mapei, on pense à Massif. Arkea Paprec, Malizia qui s'appelle maintenant Eleven Sour. Donc c'est vrai que toute cette génération de bateaux qui est assez prête et qui a la capacité d'aller vite au reaching, il y a des chances qu'elle prenne un petit peu d'avance au début parce qu'après dans les alizés c'est dur de revenir. Donc en général c'est une course qui se joue dans les premiers jours la Transat. Vanessa, hier, Francis Le Goff nous annonçait une météo virile mais correcte au départ de cette Transat pour dimanche. Est-ce qu'au sein de la classe 40, on est serein sur les conditions du départ ? Ils sont pas encore venus se plaindre, en tout cas. Non, pour l'instant, moi, quand le directeur de course est confiant, je suis confiante. Je sais que Francis et toute son équipe connaissent bien le classe 40 parce qu'ils managent aussi à l'année plusieurs teams et qu'ils feront pas n'importe quoi. Après, on sait que de toute manière, une transat qui part fin octobre, début novembre, c'est toujours compliqué. Une manche à traverser, un golfe de Gascogne. On sait que pour les classes 40, il y a un petit quelque chose à surveiller du côté des Açores. C'est encore loin, mais on est avertis et on regarde tout ça. Il y a encore quelques jours. On rappelle que le parcours de 3 750 000, il n'y a pas beaucoup de marques de passage à respecter, sauf qu'il faut laisser les Açores à tribord pour les classes 40, c'est ça? Oui. Bon, après, c'est du large. Et puis, une fois de plus, c'est dans 10 jours. Donc, c'est quand même pas tout de suite. Ça a bien le temps d'évoluer. Donc, on regarde ça. Mais pour l'instant, on n'a pas trop d'inquiétude. Mais on sait que ça sera sportif. Pour finir, projetons-nous juste sur le début de l'année 2026. Quel est le programme après pour la classe 40 en 2026? On redéroule un programme classique jusqu'à la route du Rhum destination Guadeloupe? Oui, tout à fait. On recommencera avec le Spi West France parce que finalement, c'est assez sympa de commencer là-bas. On aura ensuite une course en solitaire, alors pour la première fois à la Trinité-sur-Mer fin avril, qu'on est en train de lancer, nous, classe avec la SNT, pour faire du solo parce qu'une année route du Rhum, ils ont envie de faire du solo. On enchaînera avec la CIC Normandie Channel Race. On aura aussi tout le programme méditerranéen avec la Paprec 600, la CIC Med Channel Race, Porquerolles et puis la Massilia. On aura le tour d'Irlande pour les équipages parce qu'une fois de plus, tout le monde ne souhaite pas faire du solo et la route du Rhum. Donc, on a un programme parallèle plutôt équipage. Rendez-vous sur la Dream Cup au mois de juillet. Un tour des îles Britanniques pour ceux qui le souhaitent en août. Une 40 Malouine, la Trinquette en septembre. Et enfin, fin de l'année, la route du Rhum destination Guadeloupe. Bon, c'est bien, c'est une classe qui navigue. Quel programme. Et pour les Moca, Antoine? Alors nous, l'année prochaine, ça commencera par une 1000 race à Brest, en solitaire. À suivre, on a donc la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, qui va être une course assez intéressante parce que l'idée, c'est de partir des Sables d'Olonne et d'aller couper le cercle polaire. Et donc, c'est quelque chose d'un petit peu atypique. Donc c'est la 3e édition de cette course.
Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément réussi à aller aussi loin dans le Nord qu'on le souhaitait sur les 2 premières éditions. Donc là, on change un peu le format pour essayer d'aller couper ce cercle polaire. Donc ça va être, je pense que ça va être une course assez exigeante. Et puis c'est la première course qualificative pour le prochain Vendée Globe. Donc c'est un moment important. Ensuite, on va avoir New York, Barcelone. Donc c'est Ocean Race Atlantique, qui va être un petit peu le prologue du Tour du Monde Ocean Race, donc qui va intéresser les bateaux qui veulent faire le Tour du Monde, et puis quelques autres. Et donc Défi Azimut à Lorient, début septembre, pour nous amener à la Route du Rhum, qui va être pour les solitaires un moment fort de la saison prochaine. Juste pour finir, justement pour se projeter vers The Ocean Race 2027, aujourd'hui, combien de projets tu imagines éventuellement? C'est la question qu'on te pose toujours. Ça te fait sourire, mais combien de... Non, je sais c'est une pas, question de journaliste, ça. Oui, non, mais c'est vrai que ça t'intéresse beaucoup. Le nombre de bateaux à la Route du Rhum, le nombre de bateaux machin. Tu veux pas le nombre de bateaux au prochain Vendée Globe aussi? Si, allons-y. Non, mais je sais pas, entre 6 et 10. Ouais, sensiblement comme la dernière fois, quoi. Voilà, après, c'est toujours pareil. La dernière fois, on en avait 5. Ouais. On en espérait plus. Ouais. C'est des gros projets qui sont exigeants, qui sont difficiles à financer. Donc, bon, écoute, j'espère entre 6 et 10, ouais. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. On souhaite pour vos skippers de vos classes respectives une très bonne Transat Café L'Or. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau pause café avec 2 anciens vainqueurs de la Transat Café L'Or et du Vendée Globe, Vincent Rioux et Michel Desjoyaux. À demain. Bonne journée à tous les deux. Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!